Bonjour Jacob Cohen. Bonjour. Après un début d'année centré sur l'affaire Dieudonné, avez-vous un message à passer aux juifs français du quotidien qui sont peut-être inquiets? Sur ce plan-là, je suis assez, comment dire, je dirais pas réservé, mais j'ai pas mal de soucis à me faire en ce qui concerne ce qu'on appelle, enfin, disons les juifs communs, les juifs du quotidien, ceux qui travaillent, ceux qui souhaitent vivre tranquillement et travailler tranquillement en toute sécurité, et qui sont pris malgré eux souvent dans cette tempête, ce maelstrom. Et ils sont, pour moi, ils sont l'objet de manipulations, des choses de politique qui les dépassent. Ça me rappelle un peu les Juifs du Maroc. Je viens du Maroc. Et quand j'ai assisté à toute cette communauté qu'on a fait partir des dizaines de milliers de personnes ou des centaines de milliers, comme dans d'autres pays arabes, et un peu malgré eux, ils ne savaient même pas ce qui leur arrivait. Et puis, ils ont été le jouet de politiques qui les dépassaient, comme en Égypte, en Irak. Souvent, on a créé l'insécurité, on a même organisé des attentats pour créer cette insécurité, pour ne pas leur laisser le choix. Et j'ai l'impression que la majorité, enfin une bonne partie de ces juifs du quotidien, comme vous dites, sont l'otage de choses qui les dépassent. Bien sûr, pour moi, ils ne sont pas des vrais sionistes dans le sens où, pour moi, être sioniste, c'est partir en Israël, c'est-à-dire réaliser l'idéal sioniste. Bon, aimer Israël, après tout, pour un juif, c'est... On ne peut pas lui demander le contraire, enfin, à moins vraiment d'être conscient, d'être un militant, etc. Bon. Et malheureusement, très peu le sont, parce qu'ils grandissent dans un environnement juif, plus ou moins traditionnaliste. Il est très difficile pour eux de remettre en question tout ça. Ou alors ils sombrent dans l'indifférence. Mais en même temps, ces gens-là n'ont pas envie. Moi, j'ai vécu au Canada aussi, je vis en France. Au Maroc, il y a la moitié de la communauté n'est pas partie en Israël parce qu'elle a vite réalisé qu'elle ne serait pas bien là-bas. Et donc, les millions de juifs aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, n'ont pas envie de vivre en Israël. C'est manifeste. Et d'ailleurs, Israël a arnaqué la majorité des juifs qui sont allés, les juifs russes, les juifs éthiopiens, les juifs des pays arabes. Et donc les juifs en France sont pris en otage par cette affaire, par exemple par l'affaire Dieudonné, où on a créé l'insécurité dans des buts bien précis. C'est d'abord de faire partir un certain nombre d'entre eux, de créer cette insécurité. Qui c'est qui part finalement en Israël? L'année dernière, il y a 3000 juifs français qui sont partis en Israël, vivre en Israël. Bon, on ne dit pas combien reviennent. Mais vous remarquerez que jamais les dirigeants n'y vont. C'est-à-dire les BHL, les Patrick Cohen, les Hanouna, etc. Ça serait bien qu'ils débarrassent le plancher, si c'est possible, mais eux, ils sont très bien en France, bien que leur cœur, leur patrie de cœur est Israël. Et ça, c'est... Par contre, ils font sentir aux autres, au petit peuple, ceux qui sont enseignants, comptables, etc. On leur fait sentir que eux, ils sont en danger. Et qu'il faut qu'ils partent, qu'ils envoient leurs enfants, etc. Et ils vivent dans des banlieues, donc ils vivent dans des situations difficiles, dans des conditions difficiles. Et ce sont eux qui trinquent, ou qui trinqueront. Parce que les riches, enfin ceux qui ont les moyens, ou ceux qui ont des relations, les Lanzmann, je ne vais pas tous les citer, les Alexandre Adler, etc. Eux, ils ont des moyens financiers, ils ont des relations. Le jour où ils partiront en Amérique, à Miami. Ils ne vont pas aller... enfin, moi, je connais des gens qui sont allés à Miami parce qu'ils disent que la situation en France devient impossible, trop d'Arabes, trop de Noirs, trop d'antisémitisme. Mais ils ne vont jamais en Israël. Ils vont à Miami, ces gens-là. Et donc, en fait, ceux qui trinquent, ce sont les Juifs du quotidien. Et malheureusement,
enfin, moi qui suis d'assez près les médias juifs, je ne vois pas comment les éveiller à cette conscience. Parce que, enfin, c'est-à-dire, en quelques phrases, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible de leur faire. Il faudrait tout reprendre à zéro. Et malheureusement, enfin, moi j'appelle ça, vous savez, quand il y a une guerre, on dit les dommages collatéraux. Ben, ce sont les dommages collatéraux, ça veut dire ils paieront, enfin beaucoup de gens paieront les pots cassés. Mais vous savez, quand on crée des situations de conflit, de tension, de guerre, il y a toujours des populations innocentes qui n'y sont pour rien et qui payent les pots cassés. Je crains que le retour de bâton, quel qu'il soit, enfin, retour de bâton il y aura parce que on ne peut pas, le CRIF ne peut pas continuer sa domination insupportable, arrogante, dans l'impunité totale, comme la Ligue de défense juive, d'imposer le soutien à Israël, etc., sans qu'il y ait un jour un retournement de situation. Et je crains que ceux qui paieront, ce ne seront pas les riches et les puissants, mais les petits juifs. Quand on fait de la politique à un certain niveau, ce qui compte pour Ben Gurion, par exemple, quand il dirigeait l'État juif à sa création, il appelait les juifs arabes, notamment les juifs marocains, des poussières d'humanité. C'est-à-dire, en fait, c'était de la chair à canon, du lumpenprolétariat, comme on dit. C'est-à-dire des gens qu'on va envoyer dans le désert, peupler les villes de développement et qu'on traite comme des Arabes, comme des Noirs. C'est-à-dire que quand on a un idéal de construire un État juif, un État sioniste fort, les gens deviennent... Mais vous savez, c'est pas typico-sioniste. Ça veut dire que tous les dirigeants politiques, je veux dire, on peut sacrifier dans une guerre, dans une aventure, etc. On sacrifie 10 000, 20 000 hommes, 50 000 hommes, 100 000 hommes, avec, je dirais pas la fleur, enfin, la fleur au fusil. Mais disons, ça fait partie de la politique. Et donc les dirigeants juifs, eux, ils ne voient pas l'intérêt immédiat du petit, ils voient comment dire, la vision à long terme, enfin la vision qu'ils ont, c'est-à-dire il faut créer un État d'Israël puissant, fort, et puis, mais vous savez, les dirigeants communautaires, au Maroc par exemple, comme en France, ont toujours essayé, quand les sionistes venaient chercher des juifs, on leur donnait les pauvres, les vieux, les malades. Parce que pour les dirigeants communautaires, ça leur permettait aussi de se débarrasser de tous ces poids inutiles. Et donc finalement, ils y trouvent leur compte. Donc si des dirigeants communautaires en France voyaient des gens un peu dispersés dans les banlieues partir, ça renforce Israël. Et puis bon, en même temps, bon, ce sont des petits qui partent. Eux, ils ont dépassé les cas personnels. C'est-à-dire ils sont comme habités par cette vision de l'État d'Israël fort et suprêmement implanté, avec de plus en plus d'habitants, etc. C'est ça leur principale préoccupation. C'est pas la population, les petites familles dispersées par-ci par-là, leur bien-être, leur sécurité. Et d'ailleurs, l'antisémitisme, il est entretenu. On entretient cet antisémitisme. Ils sont contents. Enfin, quand on voit le film Diffamation fait par un Israélien qui n'était pas antisioniste, et on voit comment l'antisémitisme est quasiment fabriqué. Diffamation. Le documentaire du réalisateur israélien Yoav Shamir n'en finit pas de faire des vagues, et ce, bien au-delà des frontières de l'État hébreu. Selon sa thèse, Israël est prisonnier de son identification avec l'Holocauste, de son obsession de l'antisémitisme passé et actuel. L'une des scènes les plus troublantes du film des élèves israéliens visitant le camp d'Auschwitz. Un voyage préparé depuis plusieurs mois avec des professeurs qui leur ont répété que depuis l'Holocauste, les Juifs sont livrés à eux-mêmes face à un monde hostile.
Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste, est régulièrement utilisé à des fins politiques. Ainsi, l'inauguration il y a quelques jours de l'exposition des plans du camp d'Auschwitz-Birkenau. Pour l'occasion, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a invité des diplomates du monde entier. Il leur a rappelé que si l'Iran se dote de la bombe atomique, le peuple juif pourrait connaître un nouvel holocauste. C'est-à-dire qu'on crée l'antisémitisme de toutes pièces. Alors, il faut entretenir, il faut toujours dire qu'il y a de l'antisémitisme. Sharon, en 2002 ou 2003, il a dit il faut créer l'antisémitisme parce que ça favorise, d'abord, ça réunit les Juifs autour d'Israël et ça favorise le départ des Juifs vers Israël. Les Français de confession juive devraient émigrer immédiatement en Israël, à en croire Ariel Sharon. Le Premier ministre israélien, lors d'une réunion publique, a estimé qu'il se répandait en France un antisémitisme déchaîné. Je dois dire que le gouvernement français a pris des mesures contre tout cela, mais somme toute, si je devais m'adresser à nos frères en France, je leur dirais une chose. Partez en Israël aussi vite que possible. Je dirais la même chose à tous les Juifs du monde. Ariel Sharon affirme que 10% de la population française est composée de musulmans, ce qui explique selon lui la montée du sentiment anti-juif. Il verse des larmes de crocodile quand il dit « Ah là là, c'est malheureux, il y a de l'antisémitisme ». Mais en fait, il favorise l'antisémitisme. Ils sont, comment dire, pour eux, c'est le moteur, c'est l'essence de leur... comment dire, c'est le moteur de leur politique, de leur vision. S'il n'y avait pas d'antisémitisme, les gens iraient, enfin, à la limite, les gens même quitteraient Israël. Qu'avez-vous pensé de la décision du Conseil d'État d'interdire le spectacle de Dieudonné? Je pars de l'idée suivante. L'État français, c'est-à-dire la France, l'État français a mis tous les moyens qu'il peut avoir à sa disposition pour abattre Dieudonné. Bon, quand on connaît le fonctionnement de la justice en France, il n'est pas étonnant de voir le Conseil d'État se soumettre à la volonté d'un ministre, parce que c'était une question trop importante. Bon, enfin, même des spécialistes de droit administratif, ceux qui ont eu l'honnêteté d'analyser l'arrêt du Conseil d'État et surtout les conditions dans lesquelles il a été pris, ont démontré que c'était vraiment un arrêt pour satisfaire le gouvernement de manière rapide et ponctuelle. Donc, enfin, évidemment, je ne suis pas un spécialiste pour juger, mais je pense qu'il y a eu des spécialistes pour juger de cet arrêt et de l'inopportunité de cet arrêt. C'est-à-dire, c'est un arrêt qui venait conforter une décision politique, mais moi, mon interprétation, c'est que l'État français a décidé une bonne fois pour toutes d'abattre Dieudonné. Et donc, il utilise tous les moyens à sa disposition et il a énormément de moyens. C'est-à-dire, il a la justice qui est totalement acquise, la police, le fisc et pratiquement les médias. Il n'y a pratiquement aucun média qui ose critiquer l'État français dans cette affaire de Dieudonné. Pourquoi? Parce qu'on avait dit une bonne fois pour toutes Dieudonné est antisémite. Une fois qu'on a dit ça, c'est fini. Toutes les personnes doivent s'incliner devant cet oukase. Et donc, même les sociétés commerciales, par exemple, les sociétés d'édition, les sociétés de production. Pourquoi? Parce que en France, on a ce qu'on appelle le contrôle fiscal. Si une société ne s'incline pas devant la volonté du pouvoir, on lui fait un contrôle fiscal. Et un contrôle fiscal soigné, pratiquement aucune société ne sort indemne d'un contrôle fiscal. On a vu des éditeurs renoncer à publier un livre parce que l'État les a menacés d'un contrôle fiscal. Donc l'État dispose de moyens considérables. L'État n'est pas impartial dans cette affaire. L'État a décidé, sous la pression de qui on sait, du CRIF, etc., d'abattre Dieudonné. Bon. Et il faut, peut-être pas physiquement, et encore que si on pouvait le faire, peut-être qu'il le ferait, mais en tout cas de le réduire au silence. Parce que Dieudonné est
je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, celui qui a réussi à, comment dire, à démystifier et à ironiser sur la Shoah, sur le pouvoir du lobby juif. Il fait rire et son discours porte. Et c'est la première fois, enfin à cette échelle en tout cas, que toute la construction qu'on a établie autour de l'antisémitisme, de la Shoah, il est en train de se fissurer. Et c'est pour ça qu'il est devenu dangereux, c'est-à-dire dangereux pour le système. C'est la première fois que quelqu'un est venu à la télévision, a fait un sketch en 2003, en se foutant de la gueule d'un colon sioniste. Je me suis récemment reconverti au fondamentalisme sionisme, enfin bon, pour des raisons qui me sont purement professionnelles, enfin spirituelles. Je trouve, enfin, j'ai une petite chose à vous dire. Et d'ailleurs, j'encourage les jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui dans les cités pour vous dire, convertissez-vous comme moi. Et essayez de vous ressaisir, rejoignez l'axe du bien, hein, l'axe américano-sioniste, ça me paraît important, hein, qui vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur, et surtout le seul axe qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu. Hein. C'est un peu une improvisation peut-être, non ? Attends. Et ça, c'était absolument insupportable pour le système. Et le système a essayé de l'abattre. D'ailleurs, enfin, si vous vous souvenez, chronologiquement, son sketch est passé un vendredi ou un samedi. Le mercredi suivant, un spectacle qui devait donner à Lyon était annulé. C'est dire le pouvoir qu'a le système. Grâce, je ferai référence rapidement aux Sayanim, c'est-à-dire à ces juifs sionistes qui travaillent pour le Mossad. Vous avez écrit un livre là-dessus. C'est ça, voilà, le printemps des Sayanim. Il faut savoir, c'est ça qui donne la force. Il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il y a 3-4 000 Sayanim en France, c'est-à-dire des juifs sionistes qui collaborent avec le Mossad, qui obéissent aux instructions du Mossad et qui lancent des fatwas, toutes sortes de fatwas. Par exemple, s'il s'agit d'interdire de donner, ces milliers de personnes se mettent en chasse. Voilà. Et ils sont partout, ça veut dire ils sont dans les médias, dans les administrations, dans la justice, dans la police, etc. Et c'est ce travail qu'on ne voit pas. Et c'est ça qui donne cette impression vraiment d'unanimisme aussi qui aide. Et donc, lui, Dieudonné, a vraiment... Il a montré finalement quoi ? Il a montré le 2 poids 2 mesures. Ça veut dire qu'on pouvait se foutre, mais alors en se bidonnant ou en méprisant les musulmans, les bougnots, les noirs, les cathos. On pouvait traiter le prophète Mohammed des terroristes, de pédophiles, tout ce que vous voulez, Jésus, on pouvait... Enfin, mais il y avait le tabou des tabous qui étaient sacrés, voilà. Et il a touché à ce tabou. Et ce tabou a commencé à être ébranlé. Et c'est ce que le système ne lui pardonne pas. Et il ne lui pardonnera jamais. Voilà, parce que il est vrai qu'un grand nombre de gens dans le pays, de jeunes, etc., grâce aux réseaux sociaux, commencent à prendre conscience de ça. Et ils ne veulent plus marcher. Voilà. Et le système est ébranlé. Et c'est pour ça que c'est un homme à abattre. Voilà, je crois que c'est le titre. Enfin, l'homme à abattre. Voilà. Et l'État français a tellement de moyens avec lui. En tout cas, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être qu'on a suffisamment de réseaux sociaux, qu'on peut faire des vidéos. Et il y a pas mal de gens qu'on n'arrive pas encore... Il y a une résistance quand même qui se fait. Alors, moi, je balance. C'est-à-dire, d'un côté, c'est vrai qu'il y a un mouvement de résistance, mais de l'autre, quand je vois cet État qui a décidé vraiment, avec tous ses moyens, d'abattre Dieudonné, ça me fait un peu peur. Enfin, je veux dire, je me dis, je ne sais pas si l'avenir s'annonce rose
je ne suis pas très optimiste peut-être. Récemment, les médias ont beaucoup attaqué Alain Soral avec de reportages. Pensez-vous que le travail de Égalité et Réconciliation et de Alain Soral mette en danger les Juifs de France? Non, ils ne mettent pas en danger les Juifs de France. Au contraire, il essaye, enfin, du moins en tout cas si je l'ai bien compris, il essaye d'avertir les Juifs de France, enfin les Juifs du quotidien comme il les appelle. D'ailleurs j'aime beaucoup cette expression parce qu'elle est très, très concrète, elle veut dire, enfin ce qu'elle veut dire. Il veut avertir les Juifs de France de ne pas embarquer dans la combine sioniste. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs dans la première, suite à la première question, parce que ce sont eux les dindons de la farce, en fait, finalement, les Juifs du quotidien. Ils sont manipulés par des gens qui n'ont pas le souci de leur sécurité, de leur bien-être, de leur intégration, et au contraire, ils font tout pour les communautariser, pour les isoler, les identifier. Moi, je peux dire, par exemple, en observant la communauté juive de France, depuis 20-30 ans, cette communauté tend à se refermer sur elle-même. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, les Juifs de France étaient, la majorité en tout cas, s'intégraient dans la société, tout en restant juifs, enfin à leur manière, chacun sa manière, s'intégrer dans la société. Aujourd'hui, de plus en plus, j'ai pas mal de témoignages de ce côté-là, les Juifs de France tendent à se refermer sur eux-mêmes, à se construire, enfin à rentrer dans une forteresse. Et ça, c'est le travail communautaire, c'est le travail des médias, c'est le travail du CRIF, c'est le travail des responsables qui ont intérêt à, justement, à enfermer ces Juifs, il suffit d'écouter les médias juifs, à enfermer ces Juifs dans cette logique, dans cette dialectique de la sécurité, du communautarisme, l'antisémitisme grandit, personne ne nous aime, c'est terrible, il faut défendre Israël à tout prix, etc. Donc tout ça participe de ce système. Et quand quelqu'un comme Alain Soral vient leur dire il faut abandonner, enfin bon, en tout cas, il faut sortir de cette logique de communautaire et chercher à vivre sur des bases égalitaires, fraternelles, avec vos voisins qui ne sont pas vos ennemis. Et ça, comment dire, ça dérange la politique du CRIF, ça dérange la vision de Sharon, des dirigeants sionistes, etc. Parce qu'ils ne veulent pas. La plus grande phobie des dirigeants communautaires et des dirigeants sionistes, c'est l'intégration des Juifs. D'ailleurs, souvent, enfin, on voit des vidéos, c'est la hantise des mariages mixtes, la hantise des jeunes qui n'apprennent pas bien la Torah, qui n'apprennent pas bien Israël. Il y a des programmes énormes qui sont financés. Un jeune aujourd'hui qui a 15-16 ans, il peut aller passer 2 ans en Israël tout gratuitement, il peut aller faire des voyages en Israël tout gratuitement. Pour participer à Taglit, tu dois être juif, avoir entre 18 et 26 ans, ne jamais être parti en Israël avec une association. Taglit, c'est un voyage de 10 jours de haute folie. Taglit, c'est un voyage en Israël entièrement gratuit. Financé pour 1 tiers par l'État d'Israël, pour le 2e tiers par des mécènes américains et pour 1 tiers par ta communauté d'origine. En France, il s'agit du FSJU, le Fonds social juif unifié, grâce aux dons faits auprès de l'AEJF. J'ai une grande surprise, c'est que moi je pensais qu'on allait être sans arrêt dans un milieu militarisé, enfin avec plein de militaires et tout. Et finalement, on se sent très bien. Au moment où l'avion s'est posé sur le sol israélien, je pense qu'on a tous ressenti quelque chose. La chose la plus intéressante que j'ai vue, c'était la visite de Yad Vashem. C'était le moment où je crois que le groupe il a jamais été aussi soudé. C'était dur, mais c'était bien de faire. Le mur de Jérusalem. On se dit qu'il n'y a nulle part dans le monde où on peut se sentir plus proche de Dieu. Donc il y a tout un travail de voyage à Auschwitz, etc. Donc il y a tout un travail de récupération. Il faut récupérer ces jeunes et les enfermer
dans cette forteresse judaïque, et donc la sortir de l'ensemble. Aujourd'hui, beaucoup de Juifs pensent, et après tout ce qui se passe évidemment, ils disent notre avenir n'est pas en France. Ils sentent moins leur avenir en France. Donc, mais ça c'est voulu, c'est-à-dire qu'en fait le discours de Soral, c'est de leur dire non, vous êtes des citoyens comme les autres, c'est-à-dire vous devez être des citoyens comme les autres, ni plus ni moins, et il faut travailler pour le bien-être de la France. Mais ça va à l'encontre du discours globalisant des sionistes et des dirigeants communautaires qui veulent avoir cette espèce de communauté renforcée, esprit tribal, comme dirait Gilad Atzmon, renforcer le tribalisme. Voilà. Tout ça pour défendre Israël, pour défendre ce pays, quel qu'en soit le prix. Jacob Cohen, merci beaucoup. Je vous en prie.